Je remercie Alain Dubourg de cette invitation. Cependant, j'ai été un peu étonné quand j'ai vu que le titre de la conférence, c'est « Origine de la vie ». Et je me suis dit, c'est pas tout à fait mon domaine particulier. Il y a des gens qui en savent beaucoup plus sur l'origine de la vie que moi. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, c'est une bonne idée de le faire. Parce que je vais vous parler de la vie, non pas seulement comme un biologiste, mais comme un astrophysicien que je suis. C'est-à-dire que je vais essayer d'intégrer cette question, ce problème de l'origine de la vie dans un contexte plus général qui est celui de l'origine de l'univers. Et là, il y a des dimensions nouvelles qui apparaissent et qui élargissent ce problème et qui montrent qu'en fait, c'est le cas justement chez les scientifiques qui sont souvent très spécialisés. Ils connaissent bien leur domaine, mais ils ne connaissent pas bien les domaines qui sont aux alentours. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de commencer par intégrer ce problème et d'essayer de voir qu'est-ce que ça ajoute à ces pensées, à ces questions, à ces interrogations sur l'origine de la vie, que de le remettre dans son contexte astrophysique avec tout l'univers, avec les étoiles et les galaxies. Donc c'est un peu ça que je vais faire. Vous n'apprendrez rien sur le plan de la biologie, du moins pas grand-chose parce que ce n'est pas mon domaine, mais je vais essayer de montrer comment ce problème ne peut s'envisager qu'en le généralisant à l'ensemble de l'univers et comment l'origine de la vie est un aspect particulier de l'histoire de l'univers. Alors, d'abord, je vais commencer par faire une histoire de l'univers. Et en particulier, vous citez que ces questions sont très anciennes et que Aristote, il y a 2500 ans, écrivait « L'univers est éternel et inchangeant ». C'était la vision de l'époque. Il s'est passé quelque chose depuis ce temps, il s'est passé un ensemble de connaissances scientifiques plus générales qui remettent tout à fait cette affirmation en question et qui font qu'aujourd'hui, on peut dire que, alors je vais insister sur le côté des observations. La science, ça se fait avec des observations. Les observations sont l'élément fondamental autour duquel on doit réfléchir. Et il y a en particulier des observations qui ont remis en question des questions, des philosophies les plus générales, parce que ces résultats avaient un impact sur toute la pensée humaine et même sur toute la philosophie. Je vais vous citer deux expériences qui ont été fondamentales autour de cette question. La première se passe en 1925 et un astronome qui s'appelle M. Hubble découvre des choses qui vont avoir un impact très profond sur tout, y compris sur notre problème, interrogation sur la vie. Il va découvrir deux choses fondamentales, M. Hubble. Il va découvrir que l'univers est très grand, que nous sommes une fraction infime de l'univers, et il va découvrir aussi que l'univers a une histoire, ce qui est peut-être la découverte la plus importante qu'il y a eu en astronomie et en physique et en sciences pendant ce XXe siècle. Et pour ça, on va faire un petit peu de tourisme. On va faire un peu de tourisme cosmique. On va se dire de quoi ça a l'air l'univers, vu dans les plus grandes dimensions. C'est-à-dire cet univers dans lequel nous habitons depuis longtemps. Maintenant, nous pouvons, grâce à ces télescopes, comme celui que M. Hubble avait dans la photo précédente, je vais vous montrer un document récent sur l'aspect de l'univers dans ses plus grandes dimensions. Voilà. Ce que vous voyez ici, ça peut vous ressembler à un ciel étoilé. Pardon? Ah, non, mais c'est probablement parce que... Ah, regardez si celle-ci passe. Oui. Non, l'autre était très faible. C'est pour ça qu'avec la lumière, on ne la voit pas. Mais voilà un élément fondamental de notre univers, une galaxie. Une galaxie, c'est un amas d'étoiles, ça peut en contenir 200 milliards d'étoiles comme notre Soleil, qui sont les blocs de l'univers. Et la photo que je vous avais montrée et que vous n'avez pas vue,
vous ne voyez vraiment rien, non, elle est trop faible. C'est des petits points un peu partout. C'est la découverte par Hubble que l'univers est composé de galaxies et qu'il y a des centaines de milliards de galaxies contenant chacune des centaines de milliards d'étoiles. C'est-à-dire cette découverte de la dimension fantastique de notre univers. Ça, c'est la première découverte. Et dans cet univers, il y a un élément particulier que nous connaissons, la vie. Alors voilà l'univers dans ses plus grandes dimensions, c'est-à-dire des galaxies à perte de vue. Chacune de ces galaxies, vous en voyez un exemple ici, chacune de ces galaxies contient des centaines de milliards d'étoiles et il y a des centaines de milliards de galaxies. Donc c'est cette prise de conscience de cette dimension gigantesque, incroyablement grande de l'univers. Et dans cet univers, il y a un élément fondamental, mais de petite dimension. Ah, génial. Il y a des gens qui ont des idées. C'est parfait. Alors, vous voyez, c'est de ça qu'on va parler, de la vie. Et d'abord, une première constatation, c'est que nous vivons dans un univers qui est richement organisé en structures de toute dimension et de toute forme. L'univers est richement organisé à toutes les dimensions. Dans les plus grandes dimensions, il y a des galaxies, ensuite il y a des étoiles, ensuite il y a des planètes, quand on diminue les dimensions, on retrouve sur la Terre la vie à des millions de variétés, ensuite des molécules, des atomes, des particules élémentaires. L'univers est aujourd'hui richement organisé de structures de toutes les dimensions. Ça, c'est un élément fondamental qui va jouer un rôle. Il y a d'une part ce qu'on appelle de la matière inerte, c'est-à-dire des galaxies, des étoiles, des planètes, et à petite échelle, des molécules, des atomes, des particules élémentaires. Et en parallèle, il y a de la matière vivante, qui sont les cellules, les plantes et les animaux. Ce sont les deux domaines que nous allons étudier avec une vision globale de ce qui se passe. Alors, je vous ai dit que la grande découverte de Hubble, c'était l'univers a une histoire. Comment sommes-nous arrivés à cela? Hubble a eu l'idée non seulement d'observer les galaxies, mais de vérifier leur mouvement, de découvrir si elles se bougent dans le ciel ou si elles sont immobiles. Alors qu'on pensait qu'elles étaient immobiles, il découvre au contraire, elles bougent. Et elles bougent avec un mouvement tout à fait particulier. Celles qui sont près de nous s'éloignent lentement. Celles qui sont loin de nous s'éloignent vite. Toutes les galaxies sont en mouvement. Et ce mouvement n'est pas un mouvement aléatoire, c'est un mouvement extrêmement organisé que j'ai représenté avec un petit schéma. Voilà. Ici, j'ai présenté l'œil de Hubble. Chaque petit point ici est une galaxie et chaque flèche est une vitesse. Et vous voyez comment les vitesses des galaxies sont structurées à l'échelle mondiale. Celles qui sont proches de nous s'éloignent lentement, celles qui sont loin s'éloignent plus vite. On dit l'univers est en expansion. Cette découverte fondamentale, elle dit ceci. Elle dit que dans le passé, ils étaient plus rapprochés, évidemment, puisqu'elles s'éloignent, et que dans le futur, elles seront plus éloignées. C'est-à-dire qu'il se passe des choses à l'échelle globale. L'univers n'est pas statique, il est en mouvement, il est dans ce mouvement tout à fait organisé. Entre parenthèses, ici, j'ai mis l'œil de M. Hubble. N'imaginez pas que c'est le centre de l'univers. L'univers n'a pas de centre. Chaque galaxie dans cet univers, un M. Hubble qui l'habiterait verrait la même chose. C'est une caractéristique de l'ensemble de l'univers. L'univers n'a pas de centre, il n'a pas de frontières. Il s'y passe des choses. Là où il se passe des choses, il y a une histoire. Ça, c'est la première découverte fondamentale qui va avoir un impact sur tout ce que nous allons dire sur l'origine de la vie. La deuxième découverte, elle est plus récente, elle date de 1965. Et à ce moment, deux astronomes de la Bell Telephone, près de New York, M. Penzias et M. Wilson, découvrent ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Dans leur antenne millimétrique, radio, ils découvrent qu'il y a une luminosité, un rayonnement
qui vient des tout premiers instants de l'univers. Alors ne me demandez pas comment on sait qu'il vient des premiers instants de l'univers, j'en aurais pour 1 heure à vous l'expliquer, mais vous pouvez me croire, c'est généralement admis. C'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. C'est une lumière qui vient des tout premiers temps du cosmos. Je vais vous la montrer, je vais vous montrer une photo, c'est un vrai document, c'est une vraie lumière, ce sont des ondes radio. Cette image que je vais vous montrer, elle est en fausse couleur, parce qu'il n'y a pas de couleur dans les longueurs d'onde radio, mais les dégradés de l'image sont réels. Alors il faut que vous les voyiez une fois dans votre vie, parce que ce sont des documents clés. Voilà. C'est ça qu'une personne qui aurait été présente très peu de temps après le début de l'univers, qu'on appelle le Big Bang, ce qu'elle aurait vu dans le ciel si elle avait pu à cette époque regarder. Et c'est à partir de là, maintenant, que les astrophysiciens extraient tous les renseignements qu'ils ont maintenant sur le début de l'univers. Je vais vous dire quels sont ces renseignements. Et un des premiers renseignements et des plus importants qui va jouer, c'est qu'à cette époque, il n'y a ni galaxie, ni étoile, ni planète, ni être vivant, même pas de molécules, même pas d'atomes. Il y a quoi? Il y a une espèce de magma incandescent à des milliards de degrés, complètement désorganisé. En peu de mots, l'univers le plus ancien est sans structure. Et là, vous voyez devant vous les deux éléments clés qui vont nous permettre de reconstituer l'histoire du cosmos. On va la reconstituer en disant, ben, on a le début, un chaos très chaud, totalement déstructuré, et aujourd'hui, un univers extrêmement structuré. Donc l'histoire de l'univers, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cet univers totalement instructuré s'est-il organisé pour donner cet univers très structuré qui est aujourd'hui et dans lequel nous-mêmes nous sommes déjà présents? C'est ce qu'on appelle la belle histoire. La belle histoire, c'est l'histoire de comment, pour chacun d'entre nous, on peut se la poser, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un jour nous soyons nés? Nous soyons apparus dans cet univers. Qu'est-ce qui est arrivé à ce magma incandescent pour que, au cours de toutes ces 14 milliards d'années, c'est le nombre qu'on donne maintenant, l'âge de l'univers, 14 milliards d'années, ne me demandez pas ce qu'il y avait avant, j'en sais rien. C'est l'époque, c'est le temps, c'est notre histoire. C'est ce qu'on appelle la belle histoire. La belle histoire, c'est à la fois l'histoire de l'univers et l'histoire de chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous soyons là aujourd'hui, capables de comprendre, avec notre gros cerveau qui nous permet de poser des questions. C'est ça que l'astronomie et la biologie essaient de reconstituer, c'est l'histoire de la matière qui s'organise. Ce qu'on peut dire, c'est que pendant tout ce temps, grâce aux étoiles, grâce aux galaxies, grâce à des planètes, à des quantités d'éléments dans lesquels toutes les sciences que nous connaissons, la géologie, l'astronomie, la biologie, racontent quoi? La même histoire, c'est l'histoire de comment nous sommes arrivés à être ici aujourd'hui. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'un élément fondamental, c'est qu'il y a des lois de la physique. Les lois de la physique régissent les forces qui ont lieu, qui agissent sur la matière. Ce sont ces forces qui sont responsables de notre existence à divers degrés. La matière obéit aux lois de la physique. Les forces de la physique, c'est la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible. Il y a 4 forces par lesquelles aujourd'hui nous pouvons comprendre à peu près toutes les observations que nous faisons et qui sont donc responsables, qui sont les moteurs de l'organisation, de la structuration de la matière. Ces forces existent sur ce qu'on appelle des particules élémentaires. Vous avez appris ça dans vos cours de chimie. Les électrons, les neutrons, les quarks, les protons, les neutrinos. Toutes ces particules sont des particules sur lesquelles les forces ont joué. Et le corps humain, en particulier, puisqu'on parle de nous, on aime toujours parler de nous. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase d'une chanson de Guy Béard qui disait « Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse ». Ben, c'est bien vrai. Eh bien, si on veut essayer de comprendre comment on est arrivé à être là à une conférence d'astronomie, à être capable de comprendre ce qui se dit, c'est parce qu'il y a eu toutes ces forces qui ont agi sur les particules élémentaires. Donc, il y a de la matière, et cette matière est programmée.
La matière est programmée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a des injonctions. Si vous lâchez une bille, elle va tomber. Là, je parle, mettez des guillemets. Hein. C'est comme si elle avait des injonctions. La matière obéit aux lois de la physique. Ces lois de la physique sont celles que vous connaissez. La matière est programmée et les lois s'expriment par de l'information. Ça, c'est un point fondamental. Les lois disent deux corps s'attirent inversement à leur distance ou proportionnelle à leur masse. Mais tout ça, ce sont des mots, c'est de l'information. C'est de l'information qui spécifie à la fois la nature des particules et la nature des forces qui s'exercent sur elles. Et la grande question aujourd'hui qui se pose, sur laquelle nous n'avons pas de réponse, mais qui est fondamentale, c'est l'origine de l'information. Comment se fait-il que la matière soit informée? On va arriver là à deux questions fondamentales qui se posent, auxquelles on n'a pas de réponse et auxquelles on n'aura probablement jamais de réponse, mais le socle de notre ignorance sur ces deux questions est la base de la science. La première question, elle a été posée il y a à peu près 2 siècles par un philosophe qui s'appelle Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Voyez, posez-vous cette question, vous voyez tout de suite que vous n'arriverez pas à y répondre. Il n'est pas possible de répondre à cette question. On constate qu'il y a quelque chose. Et deuxièmement, pourquoi ce quelque chose est-il informé? Comment se fait-il que cette matière est différenciée? On n'en sait rien. On va donc poser que les réponses à ces deux questions, nous ne les aurons jamais, mais que nous allons partir de là pour faire de la science. Nous allons dire, il y a de la matière, il y a quelque chose, il y a de l'information, il y a de la matière qui obéit à des lois. Ça, c'est le début de la science. Et à partir de cela, nous allons nous intéresser plus particulièrement dans cet aspect à la vie. Nous allons demander quelle est la différence entre la matière vivante et la matière inerte. Je vous montre un bloc de matière inerte. C'est un atome avec ses noyaux, ses électrons qui tournent autour. Et je vous montre à côté une matière vivante, des chèvrefeuilles, une photographie dans notre jardin de Malicorne. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Je vais vous montrer une molécule de sucre. Une molécule de sucre, c'est fait d'atomes, d'oxygène, d'hydrogène et d'autres. Une molécule de sucre est définie par ses constituants. Ce que je veux dire, c'est que si j'enlève un atome de cette molécule, ça n'est plus du sucre. La structure même, la définition du sucre, c'est ça, c'est fixe, c'est déterminé, c'est durable, ça durera indéfiniment. Ça, c'est un aspect de la matière inerte. Mais la vie n'est pas définie par ses constituants atomiques. Si vous vous faites couper une jambe, vous êtes toujours vous-même. La vie, c'est un lieu, le corps humain, dans lequel des atomes circulent. Vous mangez, vous allez aux toilettes, tout ça, ça reste quand même vous-même. Vous n'êtes plus identifié à vos atomes. La vie n'est pas définie par ses constituants atomiques. Les atomes circulent dans et hors de l'espèce vivante. Elle est définie par ses fonctions. Ce qui définit un être vivant, ce sont ses fonctions. Il naît, il bouge, il meurt, et plein d'autres fonctions comme ceci. Les vivants, la différence fondamentale, c'est ceci. La matière vivante obéit aux lois de la physique, évidemment, que vous soyez vivant ou pas vivant, si vous tombez dans l'escalier, vous tomberez. Mais la matière vivante, elle obéit aussi aux lois de la biologie. Elle a une nouvelle programmation, si on peut dire. Naître, manger, se reproduire, mourir. Par exemple, je vais vous présenter une plante morte, une fleur coupée, avec une fleur vivante. Les deux obéissent aux lois de la physique. Mais la fleur vivante, elle a d'autres injonctions. C'est de faire des graines, c'est de faire des fleurs qui sont totalement absentes de la fleur morte. Vous voyez, la vie ajoute une nouvelle programmation. C'est une définition possible, il y en a beaucoup.
Des gens ont fait des centaines de définitions de la vie, on a tant qu'on en veut. C'est celle-là que je vais choisir aujourd'hui de développer. C'est ce qui est vivant est sujet à des injonctions auxquelles la matière morte n'a pas lieu. Par exemple, je vous l'ai dit, polliniser les fleurs. Une abeille qui est là, tout d'un coup, elle va se diriger vers une fleur, quelque chose, une programmation, l'amène à aller polliniser les fleurs pour assurer la reproduction. La vie n'est pas éternelle, on meurt, mais la vie veut se perpétuer, on continue à exister en remplissant des fonctions. À avoir des enfants, voici 2 tortues qui ont été appelées l'une vers l'autre, elles ne savent pas pourquoi, mais c'est comme ça, elles font ce qu'il faut pour avoir des enfants, elles sont programmées. Et l'élément fondamental de chacun d'entre nous, ce qui nous a permis de sortir du néant, c'est quelque chose comme ceci. Un beau jour, 9 mois avant votre naissance, dans le ventre de votre mère, voilà le genre d'événements qui se produisent. Un ovule est pénétré par un spermatozoïde. Tous les deux obéissent à cette injonction. Cette injonction, elle a comme résultat vous-même. C'est ça qui est la différence importante. Il y a aussi le fait que les êtres vivants ont de l'affect. J'aime beaucoup cette photo, ce gorille qui est devenu ami avec un petit chat. Je trouve ça magnifique, mais c'est la même chose. Cette injonction qui fait que les êtres vivants ont des affects, ont des tendances, ont des facilités, ont des besoins d'agir. Nous avons nous-mêmes, comme la matière, nous sommes également programmés, mais nous sommes programmés de 2 façons différentes. Nous avons une programmation génétique qui fait que quand vous mangez, les choses vont se mettre en place, vous allez digérer, mais aussi une programmation que je dirais mentale. Je vous propose de mettre votre main comme ceci devant vous, et maintenant, vous allez faire une expérience. Mentalement, vous allez dire à votre main, lève-toi. Elle va se lever. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Ça, c'est de la matière inerte. Je n'ai mis aucun moteur. Le seul moteur, c'est répondre à une injonction. Je peux décider, moi, de bouger ma main. Et cette simple idée, qui est une idée, qui n'est pas un phénomène matériel, disons, suffit pour que je déplace ma main. Voilà les injonctions, les programmations de la vie qui sont, encore une fois, spécifiques aux êtres vivants. Si vous dites à votre chaise de bouger, elle ne bougera pas. Programmation génétique, digérer. Programmation mentale, bouger la main. La vie, on peut considérer la vie, tous les scientifiques ne sont pas d'accord là-dessus, mais moi c'est mon opinion et beaucoup d'autres scientifiques, la vie est une forme de la matière, c'est une phase de la matière, c'est la phase la plus évoluée de la matière cosmique. Elle peut avoir un comportement complexe, elle peut avoir de l'efficacité, tout ce que la matière inerte ne veut pas, ne peut pas. Et, élément important, la mémoire. La matière vivante, par rapport à la matière inerte, elle a une histoire. Votre histoire personnelle est reliée dans vos gènes à 3 milliards d'années dans le passé, un génome qui a évolué pendant toutes ces périodes. Les vivants forment une grande famille du fait qu'ils ont tous une histoire antérieure, génétique, de reproduction et tout cela. Ce que n'a pas, évidemment, la matière inerte. La matière inerte n'a pas d'histoire. Avoir une histoire, avoir une mémoire, au sens où je le dis, c'est spécifique à la matière vivante. D'autres caractéristiques, la vie est extrêmement robuste. La géologie nous apprend que notre histoire sur notre planète est une histoire qui a été très houleuse. Il y a eu des périodes dans lesquelles il y a eu ce qu'on appelle des extinctions. Des phénomènes géologiques, quelquefois climatiques, quelquefois astronomiques, ont fait que dans les derniers milliards d'années, il y a eu 5 grandes périodes d'extinction qui ont pratiquement annulé la vie. On est venu quelquefois à avoir détruit plus de 95% des vivants. Mais la matière,
elle a ses qualités. Par exemple, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des êtres vivants qu'on appelle des extrémophiles. Ce sont des molécules, des cellules plus exactement, qui sont capables de résister à des conditions extrêmes. Plus chaud que de l'eau bouillante, dans la radioactivité intense, dans le froid. Justement, on a appris récemment, grâce à M. Pesquet, celui qui a fait ces périodes sur l'ISS, M. Pesquet a trouvé, ou ses amis, en sortant de leur sonde spatiale, sur l'extérieur de la sonde spatiale, des petites cellules vivantes qui étaient là depuis des mois et qui étaient encore vivantes, c'est-à-dire qui ont pu vivre dans le vide. La sonde spatiale, l'ISS, elle va dans le vide où il n'y a rien. On était sûr qu'aucune vie ne peut vivre dans la sonde spatiale. Ça n'est pas vrai. On trouve que la vie a des propriétés, des robustesses absolument extraordinaires. Et une question qui se pose à nous, à laquelle on va répondre, pourquoi est-elle apparemment si rare dans l'univers? Bien sûr, il y en a sur la Terre, nous sommes là pour en convaincre. Il y en a peut-être sur Mars, c'est pas sûr, mais dans l'espace jusqu'ici, aucun signe de présence de la vie. Si elle est si robuste, si forte, pourquoi est-elle si rare? Ça, c'est une question de l'heure, de cette période. Alors, ça pose une question. La question, c'est la suivante. À l'échelle cosmique, quelque part dans l'univers, est-ce que la vie apparaît spontanément quand les éléments sont assemblés? Est-ce qu'il y a de la génération spontanée? Sur la Terre, on sait qu'il n'y a pas de génération spontanée. Si, il y a eu de la génération spontanée puisque la vie est apparue sur la Terre. Est-ce que, si on réunit les conditions qu'il faut, est-ce que la vie apparaît ou bien s'il y a quelque chose de supplémentaire qu'il faut? Ça, c'est la grande question. Ce qu'on sait, c'est que la vie est apparue sur la Terre. Il y a environ, on sait que quand la Terre est née, il y a 4,5 milliards d'années, la Terre était une boule de lave incandescente à des milliers de degrés. Il y a 4,5 milliards d'années. On sait qu'à 3,8 milliards d'années, donc 700 millions d'années plus tard, les océans pullulent, les cellules vivantes pullulent dans l'océan. Il s'est passé quelque chose sur la Terre entre 4,5 milliards et 3,8 qu'on ne comprend pas. On n'a aucune théorie aujourd'hui totalement crédible pour dire qu'est-ce qui s'est passé pour que sur cette matière inerte, incandescente, la vie soit apparue. Mais ce qui est certain, c'est que la vie est apparue sur la Terre. Encore une fois, la preuve, c'est que nous sommes là. Et on a plusieurs hypothèses, mais en particulier, une qui est intéressante, c'est qu'on a découvert il y a quelque temps que dans l'océan, il y a des volcans au fond de l'océan. Dans ces océans, au fond de ces océans, il y a des volcans où il y a de l'eau qui est extrêmement chaude et on trouve, voici une image de ce qu'on appelle les fumoirs, ce sont ces volcans qui laissent échapper de la fumée qui vient de l'intérieur de la Terre. On s'attendait à ce que tout cela soit inerte, pas du tout. On a découvert que là, au fond de l'océan, il y a une faune et une flore incroyables, des êtres vivants extrêmement étranges, qui fonctionnent non pas comme nous à partir de la chimie de l'oxygène, mais à partir de la chimie du soufre, et que ces vivants se sont développés. Et une idée qui est assez présente chez les biologistes, mais qui est loin d'être prouvée, c'est que c'est là, dans le fond des océans, là où la lumière ne pénètre pas, que les premiers vivants sont apparus. Mais c'est encore une hypothèse, ce n'est pas du tout certain. La vie semble rare dans l'univers. Est-ce qu'elle est vraiment rare? Ça, c'est une question. Aujourd'hui, il y a des recherches qui sont intéressantes, qui mèneront peut-être à quelque chose, qui montrent que
on a découvert récemment, il y a une vingtaine d'années, que notre système solaire, avec un soleil au centre et des planètes autour, n'est pas du tout unique dans l'univers. Beaucoup d'étoiles autour de notre soleil ont des systèmes planétaires, des planètes différentes d'une autre, mais en gros assez semblables. Et c'est là qu'on cherche aujourd'hui, est-ce qu'il y a sur ce qu'on appelle des exoplanètes, on en connaît plus de 3000 aujourd'hui, est-ce qu'il y a là de la vie? Il est possible que dans les années qui viennent, c'est une possibilité, mais ce n'est pas du tout une certitude, qu'on trouve qu'il y a de la vie. C'est possible. Mais jusqu'ici, nous n'avons aucune preuve de la vie hors de la Terre. Pourquoi est-elle si rare? Alors, les hypothèses, évidemment, circulent, tout le monde a son idée là-dessus. Une des plus inquiétantes, je dirais, c'est est-ce qu'une civilisation comme la nôtre, qui se développe, qui part de l'homme primitif, qui découvre la technologie, qui découvre la science, qui découvre les forces de la nature, qui découvre l'énergie nucléaire, est-ce qu'une telle civilisation sur une autre planète est viable? Alors si on se pose la question, on ne sait pas, mais regardons notre cas. Regardons notre Terre et rappelons-nous de la guerre froide. La guerre froide, ça a duré de 1950 à 1990. C'est une période où on est passé à plusieurs reprises à 2 doigts d'une guerre nucléaire. Que ce soit Cuba, que ce soit Charlie, Checkpoint, que ce soit ce qui s'est passé à Berlin. On est venu vraiment à 2 doigts et ce fait. Maintenant, la situation est un peu calmée, encore que le président coréen aujourd'hui revienne sur le sujet, comme vous le savez. Mais la leçon que nous devons apprendre, c'est que nous sommes venus très près de notre propre annihilation. Et notre annihilation, elle est venue de quoi? De ces bombes atomiques. Et ces bombes atomiques, qui les a fabriquées? C'est nous. Et nous les avons fabriquées parce que nous avons découvert la force nucléaire. Vous voyez, ça veut dire ceci. Quand une civilisation extraterrestre se développe, à un moment donné, on peut supposer qu'à un moment donné, ils découvrent la technologie, il faut manger, tout ça. Ils découvrent les forces de la physique, ils découvrent l'énergie nucléaire, et en même temps, ils font des travaux de balistique pour avoir des fusées. Combien de temps se passe entre le moment où une telle civilisation découvre cette technologie et le moment où elle s'annihile elle-même? Si vous prenez notre cas, s'il y avait eu ce résultat possible de la guerre froide, ce n'est pas un siècle. Il n'y a pas un siècle qui est passé entre le moment où on a découvert l'énergie nucléaire et le moment où on a découvert, où on est venu à 2 doigts de s'annihiler. C'est-à-dire que l'élément important, c'est que est-ce qu'une civilisation intelligente est capable d'éviter de se saccager elle-même, soit par l'énergie nucléaire, soit l'autre problème aujourd'hui, qui est tout aussi grave, qui est celui du saccage de la biosphère, le problème de l'environnement, le problème de l'écologie et tout cela. Ça s'appelle le paradoxe de Fermi. Fermi est un physicien italien qui avait eu cette idée dans les années 1950, quand on demandait, Fermi disait, quand on lui disait, il y a des extraterrestres, il disait, pourquoi je ne les vois pas autour de moi? Son idée, c'est que si une civilisation avait pu durer suffisamment longtemps, elle aurait pu arriver au point où elle pourrait voyager et venir chez nous. Le fait qu'on n'en ait pas, pour lui, était une possibilité assez macabre, que ce problème de la coexistence d'une civilisation intelligente avec elle-même pose la possibilité de sa destruction. Et je vous rappelle la fameuse phrase de Pascal, « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». Je pense que si on le prend, non pas dans le sens où Pascal le prenait, c'est-à-dire on ne voit rien à l'extérieur, on ne voit pas d'être vivant, mais que cela impliquerait que la durée des civilisations intelligentes est courte par rapport à ce problème que pose
de survivre à sa propre puissance. Bon, c'est une hypothèse un peu triste, si on peut dire, mais je crois que c'est intéressant de la considérer. Ce n'est pas impossible. Alors, on va continuer à parler justement, la vie, c'est ce qui permet à la matière de s'organiser, et on va parler de la croissance de la complexité cosmique. On va définir pour les systèmes cosmiques ce qu'on va appeler l'activité. Combien d'énergie ils émettent, combien d'énergie ils émettent dans leur activité. Alors, si je vous demande, comparons notre corps à nous avec le Soleil. Ben, notre corps à nous, l'énergie qu'on émet, c'est à peu près 100 watts. C'est à peu près l'équivalent d'une lampe de 100 watts. Le Soleil, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, évidemment. Mais on va reposer la question autrement. On va dire, quelle différence entre l'énergie émise par notre corps et l'énergie du Soleil par gramme? Si on dit, oui, le Soleil il est beaucoup plus gros, bien sûr, donc pour avoir un jugement plus objectif, on va dire, quelle est la différence entre l'énergie que le Soleil émet et notre corps, le Soleil émet? Eh bien, vous ne me croirez pas, mais nous sommes 100 000 fois plus actifs que le Soleil par gramme de matière. Les étoiles émettent très peu d'énergie par gramme. Et dans l'univers, on a des échelles qui sont les suivantes. L'énergie émise par le Soleil, c'est à peu près 2 en termes d'erg par gramme par seconde, mais n'importe si ça ne vous dit rien. 2. Les plantes, c'est 1000 fois plus. Les animaux, c'est 100 000 fois plus. Et les ordinateurs, c'est des millions de fois plus. C'est-à-dire qu'il y a une gradation dans l'activité des êtres vivants. Les ordinateurs ne sont pas vivants, mais ils ont été produits par des êtres vivants. C'est le produit de l'activité humaine. Il y a une gradation. Les étoiles sont presque inactives par rapport aux plantes, aux animaux et aux ordinateurs. Et on a la même gradation quand on regarde quelle fraction de l'univers aujourd'hui est très actif. Et ça dit à peu près ceci. Les étoiles et les galaxies sont peu actives, représentent une fraction importante de la masse de l'univers. Les êtres vivants n'occupent qu'une minuscule fraction de la masse planétaire et les ordinateurs une infime fraction de la masse des êtres vivants. Vous voyez, il y a beaucoup plus de matière qui est restée très peu organisée, très peu complexe, que de matière qui est devenue de moins en moins complexe. Et maintenant, je vais vous présenter une petite collection des hauts lieux de l'organisation cosmique. Où sont les lieux dans lesquels il y a le plus d'énergie? Où sont les lieux dans lesquels la matière s'organise? Et je commence par une première image. Ce que vous voyez devant vous, c'est une collision de galaxies. Vous avez 2 galaxies, une qui est ici, le centre est là, l'autre est là. Ces 2 galaxies entrent en collision. Et qu'est-ce que ça produit quand 2 galaxies entrent en collision? Les galaxies, c'est pas solide, ça ne fait pas toc comme des boules de billard. Ça produit, le résultat des collisions entre les galaxies, c'est un fantastique accroissement du taux de formation d'étoiles bleues. Vous voyez, toutes ces étoiles bleues que vous voyez ici sont des étoiles qui ont été provoquées par cette collision. Il y en a aussi des 2 côtés. Or, ces étoiles sont des grandes productrices d'atomes d'oxygène en particulier. Sachant que notre corps humain est fait de 60% d'oxygène, notre corps humain, en grande partie, débute l'histoire de notre corps par des collisions de galaxies qui produisent des étoiles géantes bleues, qui produisent ces atomes d'oxygène, aussi de carbone et d'azote. C'est-à-dire que vous voyez là un haut lieu de où et comment la matière s'est organisée, la matière du corps de chacun d'entre nous. Un des premiers chapitres de notre histoire ancienne, ça j'appelle les hauts lieux de la complexité, un des premiers chapitres de notre histoire, c'est là. C'est quand des galaxies entrent en collision, qu'elles forment des étoiles géantes bleues, lesquelles forment les atomes d'oxygène qui sont les principaux constituants de nos corps.
Donc voilà un des hauts lieux de notre histoire, de comment nous en sommes arrivés à être ici. Un autre haut lieu, c'est quand des étoiles se forment. Alors ici, vous avez une nébuleuse telle qu'on en trouve un peu partout dans la Voie lactée. Quand vous regardez la Voie lactée l'été, vous voyez que c'est un enchevêtrement de luminosité et de régions obscures. Eh bien, ces régions obscures sont un peu comme les placentas, là où les étoiles se forment. Ces lieux, ces nébuleuses s'effondrent, et en s'effondrant, elles se réchauffent, elles produisent des étoiles. Vous voyez, vous avez véritablement ici un accouchement d'étoiles. Ici, vous avez des étoiles nouvelles qui viennent de se former à partir de ce lieu. Et c'est dans ces étoiles que vont se former les atomes de notre corps. Et puis ensuite, un autre haut lieu de la croissance de la complexité, c'est la mort des étoiles. La mort des étoiles, les étoiles meurent quand elles ont épuisé leur réserve en énergie, et à ce moment-là, elles se dispersent dans l'espace. Et vous allez voir un exemple. Voici ce qui reste. L'étoile en question, elle est toute petite ici, et ceci, c'est la substance de ces couches supérieures qui ont été éjectées par des vents d'une très grande puissance, et dans ces couches, il y a la moisson d'atomes qu'a fabriqué l'étoile dans sa vie et qui vont servir plus tard à des phénomènes comme l'apparition de la vie. Donc tout ça, ce sont des périodes, des étapes fondamentales par lesquelles la matière s'organise. On a dit l'histoire de la matière, c'est l'histoire de la matière qui s'organise. Elle s'organise à partir de quoi? Elle s'organise à partir du fait qu'il y a des collisions de galaxies, qu'il y a des étoiles qui naissent, ces étoiles éjectent de la matière. Voici une autre image d'étoiles qui éjectent de la matière. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit des couleurs. Pour les astronomes, les couleurs, c'est une signature. Ça dit quel est l'atome qui a émis cette couleur. Ici, le vert, c'est de l'oxygène. Le rouge, c'est de l'azote. Tous ces éléments qui brillent ont été éjectés, encore une fois, par cette étoile et vont se disperser dans l'espace, enrichir le milieu interstellaire et former de nouvelles étoiles à partir desquelles des nébuleuses pourront plus tard former des planètes et des planètes sur lesquelles peut-être la vie apparaîtra. Voici encore une belle image. Là, c'est l'étoile ici qui est en train de brûler. Et vous voyez, elle a émis toute cette matière. Comme la matière est dispersée un peu irrégulièrement, on voit encore au centre l'étoile qui en est responsable. Et voici encore une image qui est de la même nature, le vert, le rouge. Et puis, des supernovas qui sont des explosions fantastiques, qui sont celles qui produisent les éléments les plus lourds. Et puis, des comètes. Quel est le rôle des comètes? Voilà une comète avec sa magnifique queue. Les comètes, vraisemblablement, sont les éléments qui ont apporté l'eau sur la Terre. Au début de la vie de la Terre a été bombardée par des multitudes de comètes. Ces comètes, c'est des blocs de glace. Cette glace fond, donne l'eau, donne les océans, éléments indispensables pour l'apparition de la vie. Vous voyez, tout ça, c'est ce qu'on peut appeler les hauts lieux de la croissance de la complexité cosmique qui illustre ce phénomène dont j'ai parlé au début. L'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la matière qui s'organise. Et puis encore une étape importante qui est celle-ci, au fond de la mer. Si c'est là que la vie apparaît, ce qui n'est pas certain, mais c'est quand même possible, donc on va le présenter comme cela. Alors on va parler encore un peu, quelles sont les conditions pour que la vie apparaisse? Ça va nous aider à comprendre un peu ce qui se passe. D'abord, l'existence de lois fertiles. Ça, c'est un point très intéressant, très discuté dans le domaine astrophysique. On s'aperçoit que la vie n'apparaît que si les lois de la physique ont certaines formes. Si elles ont des formes différentes, elles donnent lieu à des univers stériles. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rapport entre le fait qu'il y a des lois qui sont propices à la formation de la vie? Alors, je n'entre pas dans les détails parce que c'est un terme qui produit énormément de discussions, mais c'est un sujet important aujourd'hui. Alors, il faut une source d'énergie, d'abord un soleil, une étoile,
La vie dissipe de l'énergie, il faut donner de l'énergie, donc il faut une étoile pour l'apporter, mais ce n'est pas tout. Il faut un système qui a un écart de température. L'écart de température qui produit la vie sur la Terre, c'est le fait que le Soleil est beaucoup plus chaud que la Terre. Le Soleil était à 6000 degrés, à peu près, la Terre à 300 degrés, en degrés absolus, ça veut dire 15 degrés Celsius. Et il y a ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique, qui dit qu'il est indispensable pour avoir de la vie qu'il y ait deux températures, une basse température, une haute température. Qu'est-ce qu'il faut aussi? Des atomes légers, à faible énergie de liaison, de l'hydrogène, du carbone, de l'oxygène, des molécules capables d'échanger de l'énergie rapidement. Là, je vous donne un peu la liste de ce qu'on pense qu'il faut. Ce qu'on a découvert assez récemment, c'est qu'il faut une activité géologique importante, ce qu'on appelle la tectonique des plaques, qui est bien illustrée ici. Ici, vous êtes en Islande. En Islande, il y a cette grande fracture, Tyrhvíling, ça s'appelle. Cette fracture, c'est le lieu de séparation entre l'Europe et l'Amérique. C'est une fracture qui s'est produite il y a 200 000 ans. Et cette activité de la Terre, qui est ces mouvements continuels des continents qui font les volcans, qui font les tremblements de terre, on s'aperçoit aujourd'hui, c'est indispensable pour arriver à avoir de la vie, pour avoir des conditions pour avoir de la vie. Ça prend beaucoup de conditions et il faut une longue durée. Il faut des phénomènes qui durent longtemps. La vie n'apparaît pas par des phénomènes de courte durée. Il faut des centaines de millions d'années. Voilà toutes les conditions qui apparaissent. Le rôle de l'oxygène. La Terre est la seule planète du système solaire qui a une atmosphère d'oxygène. Les autres planètes ont des atmosphères de gaz carbonique ou d'hydrogène. La nôtre est la seule. C'est aussi la seule qui a de la vie, apparemment. Bon, il est possible qu'il y en ait sur Mars aussi ou sur d'autres. Et on pense que si on découvrait dans l'atmosphère d'une de ces exoplanètes quelque chose qui prouverait qu'il y a de l'oxygène, on aurait des raisons assez bonnes de penser qu'il y a de la vie à cet endroit-là. Voilà. Donc là, j'ai fait un peu le tour. J'ai aussi essayé de vous remettre ce problème de l'origine de la vie hors du contexte biologique ordinaire, c'est-à-dire de montrer comment l'univers lui-même a de l'information, premier point. Il y a de l'information, la matière est informée, et c'est l'information qui produit les lois de la physique et les lois de la biologie, et c'est ces lois qui ont eu pour effet, au cours des dernières centaines de millions d'années, sur la Terre en tout cas, de faire apparaître la vie. Voilà, c'est ça que je voulais vous raconter. Merci. On a prévu une période de questions. Donc, si vous avez des questions ou même des commentaires, ce n'est pas nécessaire de formuler des questions. Ça peut être intéressant pour tout le monde. On va vous apporter un micro pour ceux qui voudraient poser des questions. Est-ce qu'on peut remettre la lumière, s'il vous plaît? Oui. Juste, Hubert Rive, une question. Vous indiquez que la matière inerte n'a pas d'histoire. Or, juste à côté, le Muséum d'histoire naturelle nous a prêté des météorites qui sont admirables. Je vous invite à regarder. Ils ont une histoire, ces météorites. Ben, ça dépend de ce qu'on appelle avoir une histoire, évidemment. Une histoire, je veux dire quelque chose qui vous relie à tout le restant. Les êtres vivants, nous sommes tous reliés au fait que la vie s'est développée, mais toujours la vie produit la vie. Aucune vie ne vient spontanément. Aucune vie n'est isolée. Chacun peut se relier à une famille et plus loin à beaucoup d'animaux qui ont évolué et tout ça. La vie forme une très grande famille par des liens d'une histoire ancienne, les histoires d'accouplement, les histoires, tout cela. Ce que la matière n'a pas. Les météorites, c'est des cailloux, c'est de la matière inerte. Ils n'ont aucune des propriétés de la vie, évidemment.
Oui, je voulais vous demander, puisque l'univers a une histoire, oui, est-ce que ça veut dire que la question de qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang n'a aucun sens, puisque le temps n'existait pas? Alors ça, là, vous affirmez quelque chose qui est une question. Le temps existait-il avant le Big Bang? On n'en sait rien. Si je vous demande quel âge a le temps, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Eh bien, vous pouvez dire le temps est au moins aussi vieux que les premiers habitants de l'univers. Quels sont les plus vieux habitants de l'univers? Il y en a deux types. Il y a des étoiles et des atomes. Les étoiles, on ne connaît aucune étoile qui a plus de 14 milliards d'années. Jamais on a découvert une étoile qui a plus de 14 milliards d'années. Même chose pour les atomes. Les atomes radioactifs, c'est l'uranium, le thorium, ils ont une petite horloge à bord, donc on peut aussi savoir leur âge. Quand on fait du calcul, on trouve que c'est à peu près autour de 15 milliards, pas plus de 20 milliards. Donc on peut dire que l'univers a au moins 20 milliards d'années. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus, il pourrait en avoir plus. Mais on peut affirmer que l'univers doit être plus vieux que ses plus vieux habitants. Ça a l'air raisonnable. Donc l'univers a au moins 15 milliards d'années. Mais de dire qu'est-ce qu'il y avait avant, on n'en sait rien. On ne peut rien dire tant qu'on n'a pas d'observation. Ça, c'est le dogme de la science. Il faut des observations pour faire des affirmations scientifiques, bien sûr. Donc, si je vous demande, par exemple, on parle souvent de création, on dit l'univers a été créé, avant il n'y avait rien. On n'en sait rien. Comment pourrions-nous savoir s'il y a eu un temps où il n'y avait rien? Il n'y a aucune observation qui vous donne ça, par définition. Donc, on est limité à dire, on peut donner des limites inférieures. Le temps a au moins 15 milliards d'années. Est-ce qu'il y avait du temps avant 15 milliards d'années? Gros point d'interrogation. Il faut reconnaître où est notre ignorance. Ça, nous n'en savons rien. Et l'idée qu'il y a eu une création et qu'avant il n'y avait rien, ce qu'on retrouve dans beaucoup de traditions religieuses, dans la Bible et bien d'autres, qu'il n'y avait rien puis il y a eu une création, c'est mythique. Il n'y a aucune raison, aucune affirmation au fait qu'il y a eu un moment où il n'y avait rien. Voyez, pensez-y. Comment vous pouvez dire qu'il y a eu un moment où il n'y avait rien? Puisqu'il n'y avait rien, vous n'avez aucun témoignage. Si vous n'avez pas de témoignage, vous ne pouvez rien dire. Excusez-moi, je voulais faire une remarque sur les formes de vie, parce que justement vous dites que vous recherchez certains types de formes de vie, notamment d'oxygène, etc. Mais il est prouvé qu'il y a des formes de vie à base de soufre. Donc la question qu'on devrait peut-être tous se poser, c'est pas s'il y a des formes de vie, mais pourquoi ne nous apparaît-elle pas? Parce qu'il est évident que statistiquement, dans le nombre de systèmes planétaires qui existent dans tout l'univers connu, il y a forcément des formes de vie qui ne nous ressemblent pas, et donc on peut se demander pourquoi ne nous est-elle pas apparue? Est-ce qu'on est même capable de les, entre guillemets, de les définir? Parce qu'on sait très bien que les formes de vie, ça peut prendre n'importe quelle forme, on peut dire. Là, je contesterais votre affirmation car vous dites qu'il y a forcément. Ce que vous voulez dire, c'est que vous pensez. Mais c'est tout ce que veut dire forcément. En fait, on n'en sait rien. Il y a peut-être beaucoup de vie dans l'univers. Mon opinion personnelle et privée, c'est qu'il y en a beaucoup, mais c'est purement gratuit. Je n'ai aucune preuve de cela. Il se peut que cet univers soit peuplé par des millions de civilisations avec des conférences, de journées du patrimoine, avec des gens qui viennent discuter pour savoir s'il y a d'autres formes de vie ailleurs. C'est tout à fait possible. Mais c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être possible aussi. Nous sommes peut-être la seule forme de vie. Point de vue scientifique, on ne peut rien affirmer quand on n'a pas des éléments de preuve. Donc on est face à une ignorance totale sur la vie qu'il y a ailleurs que chez nous. Oui. Oui. Vous avez écarté de votre exposé les scénarios mécaniques qui permettent de passer de la matière inerte à la matière vivante, comme ces expériences célèbres où dans une bouteille on met que des minéraux, on fait des arcs électriques et puis on essaye de se retrouver avec des acides aminés. Pourquoi vous n'avez pas essayé d'avoir une approche mécaniste de l'apparition de la vie dans cet exposé?
Attendez, je n'ai pas bien compris. Levez la main, s'il vous plaît, d'abord, que je vois qui vous êtes. Bon, c'est important. Bon, vous voulez reprendre votre question plus lentement? On n'entend pas très bien. Donc, je remarque que dans votre exposé, vous avez écarté les scénarios qui précisément permettent de montrer comment on passe, par exemple, de matière inerte, minérale, à de la matière qui peut construire la vie, de la matière organique, comme des acides aminés. Il y a ces fameuses expériences qui montrent qu'on peut passer de l'un à l'autre en faisant un arc électrique dans une bouteille où on a mis les ingrédients minéraux de base. Pourquoi vous avez écarté ça de votre exposé? Parce que ce n'est pas des acides aminés, ce n'est pas de la vie. C'est les premières étapes, vraisemblablement, de la construction de la vie. Mais les acides aminés, ça n'est pas vivant. Vous n'avez jamais vu un acide aminé avoir quelques comportements qui sont typiques de la vie. Donc c'est une première étape. Le vaste problème de l'origine de la vie, c'est un problème qui implique énormément d'événements différents qui s'enchaînent. Il y a quelques éléments qui maintenant sont compris et vérifiés. Vous avez parlé de ces expériences de Urey Miller, ça marche bien. Ça n'est qu'un élément dans la construction. Moi, je ne suis pas biologiste, mais je peux écouter les biologistes et qui disent tous, nous n'avons aucun scénario crédible de l'origine de la vie à partir d'une matière vraiment inerte jusqu'à une matière vraiment vivante. Ça, c'est ce que m'enseignent les biologistes. C'est pour ça que je vais en parler comme des hypothèses, mais il n'y a rien qui soit maintenant connu et qui montre, qui nous dise ce qui s'est passé. Ça reste un des profonds mystères de la science, ce passage de l'apparition complète d'une matière sans propriété de la vie avec une matière avec des propriétés de la vie au complet. Ça n'existe pas, ce que me racontent mes copains biologistes. J'ai une question. Oui, levez la main s'il vous plaît. Oui, ici. Attendez, recommencez. Gauche. Sur votre gauche. Un peu plus, voilà. Alors, bon, voilà. Très bien. Merci pour votre exposé. Je voulais juste savoir, vous parlez régulièrement d'univers et de possibles multivers. Donc, est-ce que la vie n'est pas capable d'exister dans d'autres dimensions qu'on ne serait pas capable de percevoir dans ces multivers? Alors, première chose, ces multivers existent-ils? Ça, c'est une question. Il n'y a aucune confirmation observationnelle de l'existence des multivers. Peut-être qu'ils existent, mais pour l'instant, c'est plutôt des êtres de fiction qui sont utilisés pour expliquer certains problèmes. Mais la science, c'est pas ça. La science, ça demande des faits, des observations. Alors, je reprends votre question de façon plus générale. On peut tout imaginer. Tout est ouvert. Tant qu'on n'a pas de preuves dans un sens ou dans l'autre, votre question revient à dire, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des formes de vie totalement différentes de celles qu'on connaît bien? Bien sûr, on peut avoir beaucoup d'idées. Je crois que la réalité a beaucoup plus d'imagination que nous en avons. Elle est capable d'inventer plein de choses dont on n'est même pas capable de penser, nous. Mais ça reste hypothétique. La réponse à votre question, c'est oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Si vous dites oui, ça existe, là, je vous demande les preuves. Voyez la différence. C'est intéressant de fouiller, de chercher, d'avoir des idées, de poser des questions, de se dire c'est pas comme si, peut-être que c'est comme si, peut-être comme... Oui, c'est intéressant. Mais en définitive, ce qui reste à la sortie du lavage, c'est ce qui a été observé, donc crédible. C'est la question de la crédibilité des affirmations. C'est comme pour le temps. Je peux dire il y avait du temps avant le temps ou avant l'univers, mais c'est une affirmation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, mais vous êtes où, là? Ben, il y a une lumière, je ne vois pas bien. Oui, ben, allez-y. Oui. Ben, allez-y, posez votre question, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, monsieur, pour moi, c'est une grande joie de vous écouter. Merci. Je pense pour nous tous. Joie, oui. Merci. Merci. Alors j'ai une question, parce que moi c'est des questions très très basiques. Vous avez dit, confirmé par une autre question, qu'on n'est pas capable d'expliquer le changement
de la matière non vivante au vivant. On ne sait pas expliquer ça. Donc, vous allez me le confirmer. Et j'ai une autre question, monsieur. Pardonnez-moi, qui n'a rien à voir avec ce que vous venez d'expliquer, mais comme vous êtes tellement connu, je vous pose la question. J'ai lu ce bouquin magnifique qui s'appelle Sapiens. Hier, sur LCP, il y avait, si vous voulez, l'écrivain. C'est plus que l'origine de la vie. Sapiens, c'est l'origine de notre vie, Homo sapiens. Il a écrit un autre bouquin qui doit être fantastique, Homo Deus. J'ai l'impression qu'Homo sapiens va disparaître. Merci. Je sais que c'est le thème du livre de M. Harari. Oui, oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Pardon? C'est très intéressant. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Je pense que, bon, je suis assez d'accord sur beaucoup de ces points. Il y a d'autres points dans lesquels il manifeste, je dirais, une certaine naïveté. C'est-à-dire, il défend l'idée que la science contemporaine va, comme vous avez dit, faire disparaître l'être humain, mais surtout qu'elle va faire disparaître les religions. Parce que, dit-il, quand on aura suffisamment d'organigrammes, de big data, les religions disparaîtraient. Alors, je lui donne comme objection, au début du XXIe siècle, nous avons vu surgir la foi profonde de l'islam, les intégristes musulmans, qui sont tout à fait à l'opposé de l'idée que nous sommes à veille de voir disparaître les religions. Au XXIe siècle, on tue encore pour Dieu, pour l'image de Dieu. Ça me paraît incompatible avec l'idée qu'on est en train de faire disparaître les religions. Les religions sont quelque chose de très profond dans l'humanité, quelque chose qui est durable apparemment et qui amène aux meilleures choses et aux pires excès, évidemment. Mais de penser que la science va éliminer cette puissante motivation du comportement humain. Je prends la religion comme une motivation du comportement humain qui, chez certaines personnes, donne lieu au Bataclan, par exemple, c'est-à-dire tuer pour l'image, pour la figure de Dieu. Mais moi, ça ne me paraît pas du tout évident que nous allons vers une diminution de l'importance des religions, non plus que l'importance de la politique, dont il dit que maintenant, c'est les ordinateurs qui vont régler tous les problèmes. Regardez 4 élections. L'élection de M. Trump aux États-Unis, l'élection de M. Macron, l'élection de M. Au Canada, Trudeau, oui, sont totalement à contre-courant de tous les sondages politiques. Aucune de ces élections n'a été prévue correctement par la politique. Ni celle de Trump, évidemment, parce que personne n'y croyait, ni celle de Macron. Ben si, Macron, mais on ne pensait pas qu'il allait l'apporter avec d'une telle façon. C'était totalement stupéfiant. On pouvait supposer qu'il allait gagner, mais pas qu'il allait l'emporter comme ça. Ni celle de monsieur, comment est-ce qu'il s'appelle, en Autriche, l'écologiste qui l'a emporté, ni le Brexit. Coup sur coup, on voit à la faillite des sondages politiques. Alors, de dire qu'on est en train, en accumulant les données, de voir disparaître la politique, moi, je n'y crois pas. Ça me paraît pas, c'est intéressant, mais ça ne me paraît pas compatible avec ce qu'on voit. Et justement, il y a 2 jours à la télévision, il y avait une émission très importante sur le terrorisme. Et on posait la question, comment se fait-il que dans chaque cas d'attentat terroriste, les auteurs étaient connus par les centres de renseignement? Ils étaient connus, ils étaient fichés. Comment se fait-il que c'est un tel échec? Eh bien, les gens ont donné la réponse, parce qu'il y a trop de données. Quand vous avez assemblé trop de données, vous ne savez plus quoi en faire. Vous ne savez plus en tirer des conclusions. Donc, je suis sceptique sur les rêves de M. Harari. Bon, c'est une position personnelle, mais ça ne m'a pas beaucoup convaincu. Pardon? Ça, je ne sais pas. Non, il ne m'a pas convaincu, non. Non. Ben, parce qu'il y a ces objections.
de dire qu'on voit... Auguste Comte, en 1850, il y a eu d'abord l'époque des religions, ensuite l'époque de la philosophie, ensuite l'époque de la science, et les religions et la philosophie vont être effacées. En 1850, c'est loin de Daesh, ça. Daesh est la preuve du contraire, que la religion n'est pas du tout absente de l'activité humaine, qu'elle est d'une certaine façon aussi présente qu'elle l'a toujours été, s'il faut dire les choses. Plus, je ne sais pas, mais au moins autant. Bonjour. Bonjour. Oui. Je suis en face de vous. En face. Ah, je vous vois. Parfait. Voilà. On a retrouvé de la matière organique sur la surface de Titan. Est-ce que c'est la forme de vie, enfin, ce qui se rapprocherait d'une forme de vie, le plus proche de la forme de vie à notre connaissance en dehors de notre planète? Attends, répétez s'il vous plaît le début, j'ai manqué le début. On a observé, une sonde a observé, je ne me rappelle plus le nom, de la matière organique qui couvrirait tout le sol de Titan. Tout le sol de Titan. Titan, oui. La satellite de Saturne. Tout à fait. Oui, oui. C'est du méthane et de l'éthane, oui. Tout à fait. Et donc ça, est-ce que c'est ce qui se rapprocherait le plus de la vie en dehors de la planète Terre? Non, on a trouvé sur certaines météorites, on a trouvé des acides aminés beaucoup plus complexes. Sur la météorite Hutchison, par exemple, on a trouvé de la glycine, c'est-à-dire un des 4 acides aminés du code génétique. On trouve dans beaucoup d'endroits des molécules complexes qui sont, si on peut dire, les premiers pas vers la vie, bien sûr, qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on a sur Titan. Ben, Titan, les données sont moins connues. On sait qu'il y a du méthane, de l'éthane, 3 ou 4, mais on n'a jamais trouvé d'acide aminé sur Titan. Mais même si on en trouvait, encore une fois, on peut considérer ces molécules comme des étapes dans l'évolution, mais un acide aminé n'est pas vivant au sens d'avoir les fonctions du vivant. Du moins, on ne les a jamais vus se manifester de cette façon. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse, justement, quand on a trouvé ces briques de vie dans des météorites, de l'hypothèse que les briques de la vie seraient arrivées sur Terre par les météorites? Ils sont arrivés sur Terre par les météorites et que, l'agencement de ces briques s'est fait sur la Terre, quoi. Alors, c'est fait effectivement qu'on trouve ces météorites dans lesquelles il y a les briques de la vie, et il y a une idée qui est présente et qui n'est pas idiote, à mon avis, c'est est-ce qu'il est possible, nous savons que nous recevons sur la Terre des météorites qui viennent d'autres planètes, de Mars en particulier. Il y a une collection de météorites dont on a la preuve qu'elles arrivent de Mars. Comment elles arrivent-elles de Mars? On appelle ça le billard cosmique. Imaginez une météorite qui frappe Mars d'une façon comme un ricochet, qui en extrait des morceaux. Ces morceaux repartent dans le système solaire. On a trouvé des morceaux qui viennent de Mars, des morceaux qui viennent de la Lune aussi. L'idée qui est souvent proposée, supposons que dans ces planètes, il y ait des formes de vie cellulaires très, très primitives, que ces formes de vie soient présentes dans certains de ces cailloux qui sont extraits de Mars et qu'elles survivent au choc, ce qui est possible, et que la vie finalement terrestre soit venue de Mars. Ça, c'est une hypothèse qui est très populaire aujourd'hui. Nous sommes tous des Martiens. Bon, évidemment, il n'y a aucune preuve de tout cela, c'est plutôt de la fantaisie. Mais ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. On admet qu'il n'est pas impossible que des êtres vivants englobés dans des cailloux sur Mars soient arrivés chez nous par ce phénomène dit du billard planétaire. Mais ici, pour l'instant, ce n'est pas prouvé. C'est une hypothèse. Il n'y a pas de preuve de cela. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là-haut. Ah, parfait. Allez-y.
Oui, c'est une question. Je ne sais pas comment y répondre. Je ne sais pas. J'ai jamais vu cette question abordée. Ce serait intéressant, mais je ne peux pas vous répondre. Il faudrait avoir des preuves là aussi. Il faudrait pouvoir développer ça d'une façon crédible. Mais je ne peux pas vous répondre. Bonjour. Merci pour votre présentation. Je suis juste en face de vous aussi, un peu à votre droite. Ça, on va dire que c'est midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures. 2 heures 3 heures. On a fait un voyage dans le temps. Oui. Et j'ai bien suivi votre présentation. Et vous parlez à un moment donné d'énergie et comment expliquez-vous qu'un soleil puisse produire de l'énergie moins par gramme qu'un être humain ou une plante? Alors, je vous dirais, c'est un fait. Alors, cherchez l'explication, mais c'est un fait, ça peut se calculer. On connaît la masse du Soleil, on connaît aussi l'énergie qu'il émet. Donc, si on veut l'énergie par gramme, eh bien, on divise l'énergie par la masse. Et si on prend le corps humain, on peut faire la même chose. Comme je vous ai dit, le corps humain est équivalent à peu près à 100 watts. Une lampe de 100 watts, c'est à peu près l'énergie quand vous réfléchissez vraiment intensément. C'est à peu près ça que ça produit. Si vous êtes dans une pièce comme ici et qui est glacée, la pièce se réchauffe assez rapidement, même si elle n'est pas glacée d'ailleurs. Chacun d'entre nous émet autant d'énergie qu'une ampoule de 100 watts. Alors, on fait ce calcul pour le corps humain et on trouve une certaine valeur, quelques milliers d'ergs par gramme seconde, et on fait ce même calcul pour le Soleil, on trouve 2 ergs par gramme seconde. Les physiciens savent ce que je veux dire. Eh bien voilà, c'est un chiffre. Alors, si vous voulez l'expliquer, c'est autre chose. Je vous dirais, c'est d'abord une constatation. C'est une observation. C'est que le Soleil, il est très gros. Ça lui permet, même s'il n'émet pas beaucoup d'énergie par gramme, comme il a beaucoup de grammes, ben, ça fait beaucoup d'énergie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va peut-être terminer là. Merci beaucoup. Merci de votre... Merci.